Saviez-vous que Single Ladies de Beyoncé et Your Song de Elton John avaient été écrits en l'espace de seulement 20 minutes? Ou bien qu'il ait fallu seulement une dizaine de minutes à Lady Gaga pour créer Born This Way ainsi que Just Dance? Voici une liste de 10 tubes qui ont été écrits en un temps record, c'est parti. Bonjour à tous, bienvenue sur Popslay, c'est un plaisir de vous retrouver sur ma chaîne. Existe-t-il une recette parfaite pour créer un tube mondial? Alors il faut de l'inspiration, un soupçon de talent et parfois seulement quelques minutes suffisent. En effet, certains artistes n'ont besoin parfois que de 10 minutes pour pondre un hit mondial qui finit par leur rapporter des millions. Ainsi, je vous propose de passer en revue une liste de 10 tubes qui ont été écrits en moins d'une heure. Let's go. Numéro 10, Beyoncé avec Single Ladies. Ce tube mythique a été en partie écrit par The Dream. On lui doit des hits comme Touch My Body de Mariah Carey, Just Fine de Mary J. Blige ou encore Umbrella de Rihanna, et bien évidemment Single Ladies de Beyoncé. Le producteur s'était exprimé auprès de Genius et raconte qu'il était en session d'enregistrement avec Beyoncé. Il déconnait avec les équipes autour de lui, il disait que c'était lui qui allait écrire le premier single du prochain album et surtout le prochain tube de Beyoncé. Fake it until you make it. Et pourtant, il a vu juste l'hymne ne lui a pris que 17 minutes à écrire. Et c'est devenu l'un des plus gros succès de Beyoncé aux États-Unis, culminant 4 semaines en pole position des charts. En interview avec Hot 97, The Dream raconte, je cite, quand Beyoncé est arrivée et qu'elle a écouté l'ensemble, elle avait ce sourire narquois que je vois quand je sais qu'un tube va naître. Single Ladies est effectivement devenu un hit intemporel, je dirais même un phénomène culturel accompagné d'une des vidéos les plus iconiques de toute l'histoire de la pop culture. Beyoncé avait raconté auprès de Billboard Magazine que de tous ses clips, Single Ladies fut le moins cher à produire, et pourtant il a fini par devenir l'un des clips les plus emblématiques de sa carrière. Une chorégraphie légendaire qui a été inspirée de Sweet Charity. Comme à son habitude, Beyoncé triomphera sur la scène des Grammy Awards en 2010 en raflant 6 trophées, un record, dont une victoire pour Song of the Year, pour Single Ladies, Slay. Numéro 9, Taylor Swift avec We Are Never Ever Getting Back Together. We Are Never Ever Getting Back Together est le lead single de Red sorti en 2012. Une chanson écrite par Taylor Swift, le duo Shellback et le géant Max Martin. En interview avec Digital Spy, Taylor Swift raconte qu'elle ne s'attendait pas à ce que la chanson soit aussi massive dans les charts. Elle se rappelle être en studio avec Max Martin et Shellback et ils étaient en train d'écrire une toute autre chanson. Puis soudain, je la cite, un mec a entré dans le studio une personne qu'elle n'avait jamais vue auparavant, mais dont elle avait eu l'écho via son ex-petit ami de l'époque. Et cette personne a commencé à lui dire qu'il avait entendu dire qu'ils allaient potentiellement se remettre ensemble, ce qui visiblement n'était pas du tout le cas. Une fois cette personne partie, Taylor Swift explique ce qui vient de se passer et l'histoire qu'il y a derrière à Max Martin, et elle lui dit We are never ever getting back together. Alors elle a dit, je la cite, j'ai pris ma guitare et tout le reste s'est déroulé instinctivement, nous l'avons écrite en seulement 25 minutes. Selon une étude, la chanson s'est vendue à 623 000 exemplaires en première semaine d'exploitation aux États-Unis. À l'époque, cela permet à Taylor Swift de détenir le record de la plus grosse semaine de vente en digital pour une artiste féminine et la deuxième plus grande semaine de vente au total, juste derrière Right Round de Florida, qui lui avait fait ses débuts avec 636 000 exemplaires vendus en février 2009. C'est aussi le tout premier numéro 1 de Taylor Swift aux États-Unis. Elle avait déjà atteint le top 2 avec You Belong With Me et Today Was a Fairy Tale en 2009. Bravo Tay Tay. Numéro 8, Lorde avec Royals. Lorde a commencé à écrire des chansons au tout début de son adolescence, mais la plupart des paroles de Royals datent d'il y a encore bien plus longtemps. Lorde se rappelle avoir écrit Royals en écoutant Watch the Throne de Kanye West et Jay-Z, mais aussi le tout premier album de Lana Del Rey, Born to Die. Elle avait déclaré, je la cite, Lana Del Rey chante toujours sur le fait d'être dans les Hamptons ou bien de conduire sa voiture de luxe, et à l'époque, mes amis et moi, nous faisions la fête, et notre dilemme, c'était de savoir comment nous allions rentrer à la maison, parce que nous n'avions pas les moyens de nous payer un taxi. C'était notre réalité à nous, si j'écris des chansons sur autre chose, je n'écrirais rien de réel. Enregistré à l'origine avec l'auteur-compositeur Joel Little, la légende de Royals raconte que Lorde elle-même a écrit les paroles de la chanson en moins d'une demi-heure. Puis Joel Little l'a peaufiné pour en faire le chef-d'œuvre pop que l'on connaît aujourd'hui. Ce qui est dingue, c'est que lorsque Lorde remporte le Grammy Award pour Song of the Year, Joel Little déclare qu'ils ont fait cette chanson sans grande prétention et qu'ils allaient même la donner gratuitement à quelqu'un. I just want to say, we made the song originally just to give away for free. La chanson est devenue l'hymne d'une génération. Avec Royals, Lorde devient la plus jeune artiste à figurer en tête des charts américains depuis Tiffany, qui avait 16 ans également à l'époque, puisqu'elle avait atteint le sommet avec I Think We All Know Now en 1987. Elle est également la première artiste solo néo-zélandaise à atteindre le sommet du classement des charts américains. En effet, Kimbra avait elle aussi atteint le top en 2012, mais cette fois-ci en featuring avec Gotye sur le classique Somebody That I Used To Know. En 2017, la chanson est certifiée diamant sur le sol américain, ce qui signifie au moins 10 millions de ventes sur le territoire, et dire qu'elle allait la donner gratuitement. Numéro 7, Just Dance de Lady Gaga.
Just Dance est le breakout single de Gaga. À cette période, elle est donc inconnue du grand public, mais quelque peu reconnue dans le milieu en tant qu'auteur. En effet, avant d'exploser en tant qu'artiste solo, Lady Gaga écrivait pour d'autres artistes tels que les Pussycat Dolls. D'ailleurs, Just Dance aurait très bien pu finir entre leurs mains, mais c'est Akon qui a fait du lobby auprès de Jimmy Iovine, le patron d'Interscope, pour que ce soit Gaga qui garde la chanson. En 2008, Lady Gaga est en soirée à New York où elle dit au revoir à quelques amis. Une soirée bien arrosée avant que quelqu'un de son label ne vienne la chercher direction l'aéroport pour aller à Los Angeles. Une fois sur place, elle rencontre Red One qui lui joue cette production. Et c'est là qu'elle a commencé à chanter. En effet, Lady Gaga était en pleine gueule de bois, mais 10 minutes lui suffisent pour écrire le reste de la chanson. Et en faire un tube qui va changer sa carrière à tout jamais. Red One envoie la maquette à Akon, ce dernier est impressionné. Il décide d'aider Lady Gaga et écrit le couplet de Colby O'Donis que l'on peut entendre sur la version finale, puisqu'à la base c'était Akon qui devait être en feat de la chanson. Just Dance était bouclé, le clip était prêt à être tourné. Seulement à la dernière minute, Akon a eu un problème de clearance par Universal, ils ont donc dû le remplacer par quelqu'un d'autre. Un choc pour Lady Gaga puisque c'était la première fois qu'elle allait pouvoir toucher son rêve du bout des doigts. Et avoir une marque comme Akon sur son single, ça aurait rendu le projet encore plus ambitieux. Néanmoins, on entend toujours Akon sur les chœurs puisque ce n'est pas considéré comme un featuring à part entière. C'est d'ailleurs peut-être pour ces raisons que pendant longtemps Just Dance a été un hit en sous-marin. Il n'y avait pas de marque forte sur ce single, Lady Gaga n'était pas connue à cette époque. Just Dance a atteint le sommet des charts américains seulement après 22 semaines d'exploitation, un temps inhabituellement long. Fun fact, ce ne sera pas la seule et unique chanson que Lady Gaga écrira en un temps record. En interview avec James Corden, il lui demande si cela était vrai qu'elle pouvait écrire une chanson en 10 minutes. Voici ce qu'elle répond. I wrote Just Dance in 10 minutes. Did you? Yeah, Poker Face was 10 minutes. Born This Way was 10 minutes. Numéro 6, The Weeknd avec Can't Feel My Face. Dans une interview de 2016, The Weeknd a révélé que cette chanson était née d'une soudaine explosion d'énergie créative. Il avait déclaré, je le cite, « C'était la chanson la plus rapide que j'ai écrite sur Beauty Behind the Madness. C'est aussi l'une des dernières chansons que j'ai écrites pour l'album et elle a presque failli ne pas être intégrée sur cet album. » Une chanson qui a été écrite en seulement 40 minutes et qui a fini par être l'un des plus grands succès de The Weeknd. L'artiste dit se rappeler être assis dans une pièce avec son équipe. Ils écoutaient des morceaux très modernes influencés par le disco et ils ont commencé à improviser en studio. The Weeknd raconte que la création fut très organique, il n'y avait pas d'idée préméditée, tout s'est fait instinctivement. Fun fact, le terme I Can't Feel My Face provient du film Blow où le personnage utilise cette phrase. I can't feel my face. Qui a évidemment généré un tas de rumeurs sur le fait que cette chanson est à propos de... Une théorie qui fait sens puisque dans cette chanson, Abel parle de quelque chose dont il sait que ce n'est pas bon pour lui, mais auquel il ne peut pas résister. On peut évidemment y voir aussi un parallèle avec l'amour. Bref, Can't Feel My Face sera le tout premier numéro 1 de The Weeknd aux États-Unis. Ce fut également le 21e numéro 1 de Max Martin en tant que producteur, mais le tout premier qui émane d'un artiste solo masculin. Numéro 5, I Will Always Love You et Jolene de Dolly Parton. La légende Dolly Parton a révélé dans une interview datant de 2019, maintenant devenue virale, qu'elle avait écrit I Will Always Love You et Jolene le même jour. I think I wrote it. At the same time I wrote Jolene. That was a good writing day. What do you, the same? And like they came out pretty close, you know, at the same time. L'artiste a écrit I Will Always Love You alors qu'elle était sur le point de se lancer en solo en quittant le Partner Wagoner Show. En effet, c'est après sa rupture avec son petit ami que Dolly Parton, en quelques minutes seulement, écrira les paroles de I Will Always Love You, un tube devenu culte. Quelques semaines plus tard, I Will Always Love You est enregistré et devient numéro 1 des charts country. Ce succès vient aux oreilles d'Elvis Presley qui lui souhaite enregistrer sa propre version. Cependant, le King se montre très gourmand puisqu'il exige la cession de la moitié des droits d'édition, ce que Dolly Parton refuse à l'époque. Et 20 ans plus tard, en 1992, Kevin Costner produit le film Bodyguard dans lequel il attribue le rôle principal à Whitney Houston. Et initialement, Whitney Houston avait l'intention de reprendre What Becomes of the Broken Hearted de Jimmy Ruffin en tant que premier single de Bodyguard. Cependant, après avoir découvert que cette même chanson avait été utilisée un an plus tôt pour le film Fried Green Tomatoes, Kevin Costner lui suggère de se tourner vers le tube de Dolly Parton. Elle accepte et la machine est lancée. Ce qui est fou, c'est que beaucoup d'auditeurs ne savent pas qu'il s'agit en réalité d'une reprise, et c'est ok pour Dolly Parton. Elle avait d'ailleurs déclaré à Today, je la cite, « Beaucoup de gens disent que c'est la chanson de Whitney Houston, et je me dis...
Franchement ça va, elle peut avoir le crédit, perso je veux juste mon argent. Et de l'argent il y en a beaucoup puisque la version de Whitney Houston est restée au sommet des charts américains pendant 14 semaines, un record à l'époque. En 95, ce même record est battu par One Sweet Day de Mariah Carey et Boyz II Men qui occupera la première place pendant 16 semaines. En revanche, I Will Always Love You détient le record d'une chanson d'une BO restée le plus longtemps au sommet du classement. Fun fact, la chanson n'a cependant jamais remporté d'Oscar puisqu'elle n'y était pas éligible. En effet, cette récompense ne peut être décernée qu'aux chansons spécifiquement écrites pour un film. Toutefois, The Bodyguard est la bande originale la plus vendue de tous les temps, un classique. Numéro 4, See You Again de Charlie Puth et Wiz Khalifa. Come a long way from where we began. Oh, I'll tell you all about it when I see you again. See You Again est une chanson qui a ouvert des portes à Charlie Puth, notamment un contrat avec Atlantic Records. L'artiste écrit la chanson en juillet 2014 lors de sa deuxième journée à Los Angeles. Il se rappelle se rendre dans cette ville pour se réaliser en tant qu'auteur, puisque c'était son objectif de base. Mais secrètement, dans un coin de sa tête, son rêve c'était d'être l'artiste qui brille, alors son plan d'action c'est d'abord d'écrire des chansons. Et lors de sa deuxième journée, on lui dit que la franchise Fast and Furious est à la recherche d'une chanson pour honorer Paul Walker à la fin du film dans une scène de 3 minutes, les 3 minutes les plus intenses du film. Et les producteurs du film recherchaient justement une chanson d'adieu qui soit à la fois très sérieuse mais aussi très festive. Charlie Puth tente sa chance et décide d'écrire une chanson. Pour ce faire, il pense alors à son ami décédé 2 ans auparavant dans un accident de voiture et 10 minutes lui suffisent pour écrire la chanson. Ils ont alors envoyé la démo de la chanson aux producteurs du film qui ont adoré. Les choses se sont bousculées, ils ont réussi à avoir Wiz Khalifa en featuring and the rest is history. Fun fact, Eminem et 50 Cent étaient en lice pour interpréter cette chanson. See You Again a secoué les charts du monde entier. La chanson a régné au sommet des charts américains pendant 12 semaines. À l'époque, la chanson bat le record du clip le plus regardé de tous les temps sur YouTube, dépassant ainsi Gangnam Style de Psy, un record de courte durée puisqu'il sera très rapidement détrôné par Despacito de Luis Fonsi. Un score complètement fou quand on pense que Charlie Puth a rejoint YouTube en 2007, en espérant, je le cite, pouvoir faire un jour une vidéo qui atteindrait les 10 000 vues. Morale de l'histoire, croyez en vos rêves. Avant de passer aux 3 dernières chansons de cette liste, n'oublie pas de liker cette vidéo si le contenu te plaît et de t'abonner à ma chaîne Popslay, ça serait adorable de ta part. Merci. Numéro 3, Chandelier de Sia. En effet, Sia n'a pas eu besoin de beaucoup. Je la cite, ça m'a pris 4 minutes pour trouver les accords, ensuite 12 ou 15 minutes pour les paroles, et environ 10 ou 15 minutes pour poser ma voix. D'ailleurs, Sia avait révélé avoir initialement pensé ce titre avec Rihanna ou Beyoncé en tête, mais elle a finalement choisi de le garder pour elle-même. Voici ce qu'elle déclare. Lors de la création de la chanson, je me disais « Oh, ça collerait bien avec Rihanna, ça ferait un bon titre pour Beyoncé ou Katy Perry », sauf que cette fois, j'ai changé d'avis et je me suis dit « Je crois que j'ai envie de m'écrire une pépite pop par accident ». Ainsi, on peut dire qu'au total, Sia n'aura eu besoin que d'une bonne demi-heure pour écrire et composer Chandelier. Et sans celui-ci, Sia aurait probablement arrêté sa carrière de chanteuse, puisque finalement, elle était plutôt à l'aise à l'idée de se concentrer uniquement sur de l'écriture. Seulement, Chandelier est devenu un phénomène culturel, ce qui l'a poussée à continuer sur cette voie. Ce ne sera donc pas la seule et unique chanson qu'elle écrira aussi rapidement, puisque comme je vous disais la semaine dernière, elle avait révélé auprès du New York Times avoir écrit Diamonds en seulement 14 minutes. Dites-moi en commentaire ce que vous êtes capable de créer en 14 minutes. Perso, à part un plat de pâtes, je vois pas. Numéro 2, I Love It de Icona Pop featuring Charli XCX. Charli XCX avait expliqué en interview comment sa collaboration avec Icona Pop était née. J'étais en Suède pour faire une séance d'écriture avec Patrick Berger, à qui on doit Dancing on My Own de Robyn ou bien Off the Races de Lana Del Rey. Et elle se souvient, il m'a envoyé quelques productions à l'avance et l'une d'entre elles était I Love It. Je me suis donc assise et je l'ai écrite en une demi-heure. À cette période, Charli XCX travaille sur son premier album, True Romance, un album que je vous recommande, et son label souhaite qu'elle intègre I Love It sur cet album. Mais pour Charli XCX, ça ne collait pas vraiment avec l'album, d'autant plus qu'elle avait du mal à s'imaginer un clip qui puisse accompagner la chanson. Elle raconte auprès de Rolling Stones, I Love It est quelque chose que je ne pouvais pas m'imaginer, c'est pourquoi je l'ai donné à quelqu'un d'autre. Les Icona Pop sont arrivés quelques semaines plus tard dans le studio, ils ont emmené encore la chanson bien plus loin et en ont fait quelque chose d'incroyable. Le duo raconte auprès de NME, la version originale de I Love It était beaucoup plus mignonne d'une certaine manière, la voix de Charli XCX était vraiment cool, mais nous voulions que le morceau sonne un peu plus Icona Pop. Alors nous l'avons confié à un autre producteur appelé Style of I, et il a exactement fait comme nous voulions que ça sonne. Écoutez un extrait de la démo de I Love It par Charli XCX. Alors même si Charli XCX a donné la chanson, ça lui a permis d'avoir un boost incroyable dans sa carrière et ça lui a permis aussi d'avoir une certaine liberté créative. Sa carrière a ensuite pleinement décollé avec sa collaboration avec Iggy Azalea sur le tube Fancy et bien évidemment avec son tube solo Boom Clap. Numéro 1, Your Song de Elton John. Pour
comprendre l'histoire de Your Song, il est nécessaire d'aborder la collaboration entre Bernie Taupin et Elton John. C'est évidemment l'histoire d'une grande amitié, mais c'est aussi l'histoire d'une collaboration très fructueuse. Bernie Taupin a écrit la majorité des tubes de Elton John, Tiny Dancer, Candle in the Wind, ainsi que ma chanson préférée de son répertoire, voire l'une de mes chansons préférées ever, Sacrifice. Et donc dans la liste des chansons écrites avec Bernie Taupin, on retrouve Your Song. Des paroles écrites pendant le petit déjeuner chez les parents d'Elton John, là où il séjournait, et la légende dit qu'il y aurait encore des traces de café sur les paroles originales. Des paroles innocentes écrites en seulement 20 minutes. Ce qui est fou, c'est qu'en 1967, Bernie Taupin n'est âgé que de 17 ans. Et c'est peut-être ça aussi qui rend Your Song si innocente, si naïve. Désormais, Elton John interprète cette chanson quasiment à tous ses concerts. Il avait d'ailleurs déclaré, je le cite, « Je ne pense pas avoir chanté une chanson d'amour aussi bonne depuis celle-ci ». Autre fun fact, avant que Your Song devienne un grand succès dans le monde, c'est Three Dog Night qui l'avait enregistré sur leur album It Ain't Easy paru en 1970. And you can tell everybody this is your song. Cependant, ils ont décidé de ne pas la sortir en single pour laisser une chance au jeune Elton John de goûter à la gloire. Et cela a fonctionné, Your Song est aujourd'hui l'une des chansons les plus célèbres d'Elton John. Une chanson qui a été reprise par de nombreux artistes dont Billy Joel, Lady Gaga ou encore Ellie Goulding. C'est donc la fin de cette vidéo, j'espère sincèrement qu'elle vous a plu, peut-être que vous avez eu le temps d'écrire un tube en l'espace de ces quelques minutes. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne Popslay, à laisser un petit commentaire pour le référencement et un petit like, ça fait toujours plaisir. Je vous le dirai jamais assez, mais merci à tous du fond du cœur pour votre soutien, j'ai jamais reçu autant d'amour par message, donc merci à tous, ça me touche énormément. Prenez soin de vous en ces temps quelque peu compliqués, je pense fort à vous et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Merci à tous.